On retrouve Yannick Farkas en compagnie de son invité Stéphane Juffard, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Yannick, bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Alexandre et bonjour à vous Stéphane. Alors Stéphane, on va commencer par revenir avec vous sur les attentats de Bruxelles. On va d'abord parler des explosions survenues à l'aéroport. Alors vous en avez déjà pas mal parlé avec Jim Moskowitz, mais depuis les médias belges et français citent souvent en exemple l'aéroport de Tel Aviv au niveau sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est mis en place à Ben Gurion en ce qui concerne justement les dispositifs de sécurité ? Oui, alors Alex, Yannick et bonjour aussi au public de Radio Judaïka, aux auditeurs. On en a déjà parlé sur cette antenne juste après les attentats, c'est important. Ça fait l'objet d'une discussion à l'antenne donc, et puis également d'un article sur la MENA. Et ce qui nous est tout de suite venu à l'esprit et ce qui a été rapporté et repris un peu partout, notamment un article assez bizarre sur Le Monde qui reprenait exactement les arguments de l'article, sans évidemment créditer la MENA. Eh bien, c'est quelque chose qui nous a sauté aux yeux, et c'est le manque de la première boucle de filtrage, c'est-à-dire que les gens à Zaventem peuvent arriver à l'aéroport, au terminal, dans la section qui n'est pas réservée aux passagers, donc dans la section où on n'a pas encore présenté ses passeports et sa carte d'embarquement, sans avoir passé du tout de filtrage, d'examen, de contrôle. Et cela, ça fait longtemps qu'ici à Metula, à l'agence, on le pensait, parce que nous, on s'occupe beaucoup de problèmes de terrorisme et de stratégie. Et tout simplement parce qu'à l'aéroport international Ben Gurion, eh bien, il existe justement ce principe qui est somme toute assez simple, c'est-à-dire qu'à peu près à 1 kilomètre du terminal, quel que soit l'endroit dont on provient, depuis lequel on arrive, eh bien, il y a simplement, comme sur les autoroutes payantes en France ou en Italie, il y a comme dans les postes à péage, il y a des sortes de guichets au bord de la route, avec des barrages amovibles, avec des gardes armés, et puis ce sont des physionomistes, c'est-à-dire qu'ils vont regarder à l'intérieur des voitures, et puis ils ont appris à obtenir le maximum de renseignements en s'adressant aux passagers. Et il leur dit simplement bonjour, comment allez-vous? Et puis simplement de la manière dont le conducteur et les passagers répondent, eh bien ça amène une foule, je dis bien une foule d'informations pour ces physionomistes hyper entraînés, d'abord au niveau de l'accent. Si c'est en arabe, eh bien, il va, c'est malheureux, mais c'est comme ça, la sécurité prime ici en Israël. Eh bien, il va avoir d'autres questions auxquelles répondre. Et puis sinon, ces soldats, ces policiers ont appris à détecter la nervosité dans l'attitude et dans le discours des gens qui sont en train de contrôler. Et ce qu'on dit tout simplement, pour répondre le plus directement et simplement possible à votre question, Yannick, c'est que s'il y avait eu cette première boucle de filtrage, je dirais qu'à 90%, eh bien, ces explosions à Zaventem n'auraient simplement pas eu lieu. C'est-à-dire que les terroristes ont pu arriver en taxi jusqu'à l'endroit de leur méfait. Ils se sont ensuite baladés. Une fois qu'ils sont entrés dans le bâtiment central de l'aéroport, notamment les comptoirs où on fait l'enregistrement des bagages, ben c'est fini quoi. Et ce qu'on a aussi dit à la MENA, c'est que c'était totalement inutile de renforcer, d'augmenter le nombre de policiers dans cette zone, parce que les terroristes sont passés à côté d'eux. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu des policiers blessés dans ces explosions. Les policiers qui se baladent avec des mitraillettes, ils ont aucun effet. C'est trop tard. C'est comme si l'eau s'était déjà engouffrée dans la coque du bateau, et puis qu'il y ait des policiers ou non dans le bateau pendant qu'il coule, eh bien Yannick, ça change pas grand-chose. Alors Bruxelles a aussi été touchée dans le métro. On sait qu'Israël a plusieurs fois subi des attentats dans les transports, notamment dans les bus. Alors Stéphane, qu'est-ce qui est mis en place au niveau sécuritaire dans les transports en commun en Israël ? La première chose qu'on peut dire, c'est que cette première zone stérile peut pas être instaurée dans les transports en commun urbains.
dans le sens où quand vous allez arriver à une gare d'autobus ou en métro, vous pouvez pas faire une station routière à 1 kilomètre de là, vous êtes en pleine ville. Donc ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus délicat, c'est plus compliqué. Eh bien, on va établir ce filtrage à l'entrée ou devant l'entrée de la zone à protéger, avec des portiques de reconnaissance de métaux, donc et également des physionomistes qui se trouvent à l'entrée, ce qui va permettre, on va chercher le même effet, il n'y a pas de miracle, c'est assez simple la sécurité, somme toute. Il y a des caméras qui filment le visage des gens, que ce soit à l'aéroport de Ben Gurion ou que ce soit dans ces stations d'autobus ou de ces gares de train en Israël. Alors, bien entendu, il y a des gens à distance qui regardent les images des gens qui passent pour voir si elles ne correspondent pas à des terroristes recherchés. Et puis ça se fait de manière semi-automatique. Puis de toute façon, c'est pas l'endroit de s'appesantir sur le sujet. Mais il y a des techniques qui sont assez simples pour reconnaître les traits de terroristes, les voix de terroristes, etc. Donc, dans le cadre des stations de bus et des gares, eh bien, ce premier filtrage a lieu à l'entrée, souvent en dehors de l'entrée. Et puis, ces accès sont également tout simplement protégés par des blocs de béton pour éviter le problème des voitures tueuses qui s'est multiplié notamment lors de cette troisième intifada. Donc, les gens arrivent à la porte et ils sont questionnés. S'il y a le moindre doute, ils sont fouillés. Et puis après, ils peuvent effectivement entrer dans le bâtiment à protéger et continuer leur chemin vers le train ou l'autobus. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que le terroriste, on l'a vu notamment en Belgique, une fois que le terroriste se trouve dans un wagon de Thalys ou de TGV ou dans un autobus, eh bien, c'est lui qui détient l'arme, c'est-à-dire celui qui détient l'usage de la violence, c'est lui, parce que la plupart des autres passagers sont pas armés, et puis s'ils sont armés, ils sont plus légèrement armés. Puis s'il s'agit de soldats qui se baladent avec des fusils mitrailleurs, eh bien tout simplement, le terroriste ne va pas intervenir, il va prendre le train d'après ou l'autobus d'après. Donc c'est lui qui détient les clés de l'attentat. C'est précisément ce qu'on veut pas. Donc, d'où le premier filtrage avant d'arriver au bâtiment. Et c'est une critique assez forte qu'on a adressée aux autorités belges. C'est d'ailleurs pas la seule, parce que à Zaventem, il y a quand même pas mal de problèmes. Je le dis en tant que commandant de bord d'avion, qui est mon métier accessoire, et puis qu'usager également. Donc il faudrait définir un certain nombre de choses. Quand on oblige les avions à atterrir sur une piste qui n'est pas dans des conditions de vent idylliques, simplement pour ne pas réveiller des députés de l'un ou l'autre des parlements, de la multitude de parlements que vous avez en Belgique, faire prendre en risque relatif aux passagers pour épargner le sommeil d'un responsable politique, c'est quelque chose qui se voit quand même assez peu ailleurs sur la planète. Et puis il faudrait décider une fois pour toutes que l'aéroport international de Bruxelles est un aéroport bilingue qui appartient à la région Bruxelles, capitale, et puis qui n'appartient pas à la commune flamande de Zaventem. Ça améliorerait les échanges et ça ferait en sorte que notamment les forces de sécurité discutent dans toutes les langues et ne vous obligent pas, quand vous êtes commandant de bord, à s'adresser à eux soit uniquement en flamand ou en anglais. Donc il y a certaines choses à vérifier, à simplifier, et puis effectivement je serais très très surpris, pour ne pas dire choqué, que le système israélien ou un système équivalent que je ne connais pas, ne soit pas instauré à l'approche de Zaventem. Il faut absolument, parce que sinon c'est du suicide et même de la nonchalance, que les gens qui entrent dans le bâtiment principal d'enregistrement des bagages à l'aéroport international de Bruxelles soient préfiltrés, ainsi que dans les stations de métro. Puis vous avez quand même une grosse responsabilité à Bruxelles, c'est que c'est la capitale de l'Europe, et vous avez des dizaines de milliers de fonctionnaires. C'est exactement les cibles que recherchent les djihado islamistes. Donc il
il faut absolument vous mettre à l'heure, ce qui n'est pas le cas, hein. Vous avez toujours un immense retard au niveau du renseignement, au niveau de l'organisation. On ne sait jamais qui est le chef. Alors, si on ne sait pas qui est le chef, on ne sait pas qui est responsable. Qui est responsable de quoi? Et il faut clarifier les choses, et il faut malheureusement se diriger vers un système un petit peu qui suit la réaction française, une sorte d'état d'urgence qui permette notamment le profiling, c'est-à-dire le filtrage au faciès. Je déteste ça, c'est quelque chose, c'est une manière de faire la différence entre les usagers, par exemple, d'un aéroport, mais qui fait en sorte que si vous avez des gens qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qui ont perpétré les attentats de la semaine, ben vous n'allez pas ni les arrêter ni les embêter, vous allez faire les choses le plus vite possible, mais vous allez aussi faire en sorte de leur poser les questions justes, parce qu'ils représentent objectivement un risque plus important que les autres passagers pour la sécurité des usagers. Donc ce qui vous attend maintenant, c'est un certain nombre de dispositions, de dispositifs qui sont le plus souvent désagréables, qui limitent d'une façon ou d'une autre les libertés individuelles, mais qui sont absolument nécessaires quand on se trouve en état de guerre. Et ce que j'aimerais, c'est que les auditeurs le comprennent très très clairement, c'est que vous êtes en état de guerre, et l'état de guerre implique des comportements différents, si on ne veut pas sombrer, et ces comportements différents impliquent à leur tour une limitation, Yannick, des libertés individuelles. Et ce qu'on espère, ce qui fait la différence entre une démocratie et une dictature, c'est que ces dispositions sont temporaire, parce que c'est ce genre de guerre, que ça prenne un mois ou 10 ans, eh bien dans une société ouverte, dans une société démocratique, eh bien elles sont là également pour disparaître, et puis pour qu'on revienne à une situation qui est l'idéal, qui est l'objectif d'une société civile ouverte et démocratique, c'est-à-dire d'abord le droit des gens, d'abord les droits individuels et ensuite la sécurité. Pour être encore plus clair, je dirais qu'Israël, depuis notamment les attaques terroristes des années 70, a décidé de prendre le postulat opposé, qui signifie d'abord la sécurité et après les libertés individuelles. Puisqu'on n'a pas de problème au niveau des libertés individuelles, on s'attend à ce que les gens comprennent les dispositions qui sont désagréables, qui sont contre les libertés individuelles, mais ici on a placé très très clairement la sécurité des gens. D'abord on s'occupe de leur sécurité et après ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, au niveau de leur liberté individuelle. Alors Stéphane, tout ce débat nous amène à parler des terroristes de l'État islamique. Palmyre, le fief de l'État islamique, a été la cible d'une offensive de l'armée syrienne. Alors qu'en est-il actuellement des territoires que possède l'État islamique? Est-il en recul? Oui, bien sûr. Donc, on a parlé hier de la chute de Palmyre. Alors, Palmyre, c'est la Tadmor biblique, avec énormément d'influence hébraïque. Il y avait des tribus juives qui vivaient là-bas. On a retrouvé beaucoup d'écrits en hébreu, même en hébreu relativement moderne, dans les fouilles de Palmyre. Et Palmyre, c'est une ville qui se situe, disons, à 210 km au nord-est de Damas. Et puis surtout, il faut aussi comprendre cela, c'est qu'en Syrie, il n'y a pas des autoroutes dans tous les sens. Il y a une large portion est qui est complètement désertique, avec un réseau routier qui est fait d'une route qui va au nord, d'une route qui va à l'est, et d'une route qui va à l'ouest. Et la route qui va à l'est, notamment vers la région de Deir ez-Zor, les puits de pétrole, la frontière irakienne, eh bien, elle passe par Palmyre. C'est-à-dire que jusqu'à hier, les forces gouvernementales, le Hezbollah, les Iraniens ne pouvaient pas accéder au combat de l'Est de Syrie à cause du nœud de Palmyre. Aujourd'hui, ce nœud a sauté et on peut imaginer que le territoire du califat islamique est en train de se réduire, je dirais, de 40% de l'entièreté du territoire syrien à peu près 30%. Et ça génère un changement notable,
C'est-à-dire que l'influence du califat islamique sur les villes de l'Ouest, Hama, Homs et Alep, et bien sûr Damas, va s'en trouver absolument réduite, et disons que le gouvernement va pouvoir gérer mieux sa situation, et c'est important notamment à la lumière des négociations qui se déroulent actuellement à Genève, Yannick. Stéphane, on va aborder également avec vous cette affaire qui secoue un petit peu Israël. Donc un soldat israélien qui a été arrêté après la diffusion d'une vidéo semblant le montrer tirer sur un assaillant palestinien immobilisé qui avait précédemment poignardé un soldat israélien à Hebron. Alors quels sont les éléments précis de cette affaire? Est-ce que ce soldat va être condamné ou pas? Alors, ça fait beaucoup de questions en même temps. Bon, ça s'est passé hier. Il y a pas de doute quant à ce qui s'est déroulé. C'est-à-dire qu'on était à Hebron, dans le quartier assez délicat de Tel Romaïda. Des soldats de l'unité Kfir, de la brigade Kfir, qui n'intervient qu'en Cisjordanie, qui a en fait été formé pour intervenir en Cisjordanie lors des récents désordres, eh bien, étaient en patrouille dans cette région. Et puis, deux assaillants, deux terroristes palestiniens, s'en sont pris à un soldat qu'ils ont poignardé. Le soldat s'est défendu. Il a réussi à échapper à ses agresseurs. Il est légèrement blessé. Il a été hospitalisé à Jérusalem à l'hôpital Shaare Tzedek. Donc lui, ses jours ne sont pas en danger. Les autres ont été immobilisés, ont été forcés, blessés à se tourner face contre terre en attendant l'arrivée des spécialistes et des ambulances. Et puis c'est à ce moment-là qu'un infirmier de la brigade Kfir donc a tiré de sang-froid une ou plusieurs balles, je pense une balle dans la tête d'un de ces terroristes palestiniens déjà blessés. Bien entendu, il l'a tué. Alors, la réaction, et il faut le dire, en Israël, parmi les hommes politiques, est unanime, de la droite et de la gauche. On a entendu Tzipi Livni, on a même entendu Tzipi Livni qui rendait hommage à Binyamin Netanyahou et au ministre de la Défense Ya'alon, parce que ceux-ci s'étaient élevés contre cette pratique. Monsieur Netanyahou a dit notamment qu'elle ne reflétait pas ce qui se passait généralement dans Tsahal, ni les valeurs de l'armée israélienne. Donc ça aussi c'est très clair. Ce qui est moins clair, bon, d'abord au niveau de l'analyse, c'est absolument évident que le comportement de ce soldat infirmier est inacceptable. Parce qu'on est en pleine intifada, et puis que si on accepte ce genre de comportement, eh bien, il va y avoir des morts un peu partout, et puis également des réactions de la part notamment d'une population qui est de la part de la population qui n'est pas radicalisée chez les Palestiniens, et qui risque de l'être en apprenant que des soldats israéliens tirent de sang-froid sur des terroristes déjà immobilisés. C'est ce qu'on essaie à tout prix d'éviter. Donc on peut pas laisser les choses aller dans cette direction. Très clairement, il y a des enquêtes en cours, non seulement contre le soldat qui a tiré, mais également contre ses officiers qui sont passés à la moulinette ces dernières heures, et il y aura des décisions qui seront prises à leur encontre, dire quelles elles sont, dire si et à quelle peine ils vont être condamnés. Ça c'est en dessus de mes capacités. En revanche, il faut aussi parler d'un autre élément, d'un élément humain. Le soldat qui a été poignardé, maintenant on sait qu'il est poignardé, qu'il est blessé légèrement, Yannick, mais au moment des faits, avec du sang qui coule un peu partout, et dans la panique, on ne sait pas. Et c'est leur copain, c'est le soldat, c'est le compagnon de chambre des autres soldats, c'est celui avec lequel il dîne depuis 2 ans. Ils ont visité sa famille, ils ont des échanges avec lui. C'est Kfir, comme Golani, comme les grandes unités d'infanterie israéliennes. Ce sont des familles, et c'est pour ça qu'elles sont si efficaces.
Alors imaginez, je sais pas, je m'adresse aux auditeurs pour comprendre, pas pour excuser. Hein. Il n'y a pas d'excuse pour ce comportement, mais il faut le comprendre aussi. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt sur le qui-vive. Il y a déjà eu des centaines de camarades qui ont été les victimes ou presque les victimes de ces attentats. On a aussi un peu la trouille parce qu'on sait que ça peut nous arriver à nous aussi. Donc il y a cette tension. Et puis tout d'un coup, on se trouve à un endroit. Et puis il y a 2 terroristes auxquels on n'a rien fait. Faut imaginer que les victimes, qu'elles soient civiles ou militaires, elles n'ont jamais rien fait ni contre l'islam, ni contre les Palestiniens, ni contre les Arabes. Elles se trouvent là, elles ont la faute de se trouver là et de pas être ni arabes ni musulmans, mais juifs et israéliens pour la plupart. Donc, par le simple fait qu'elles se trouvent là, elles deviennent des victimes de cette violence inouïe de gens qui se réveillent un matin pour tuer des juifs. Et c'est toute une posture mentale qu'il faut bien essayer de comprendre et d'intégrer. Et puis il y a ce camarade, ce frère qui est blessé. Et on a peur pour sa vie, et on a beaucoup de ressenti par rapport aux agresseurs. D'abord, ils étaient 2 à s'en prendre à un copain. Et puis ensuite ils l'ont fait pour le tuer, c'est-à-dire sans une intervention au bon moment et à bon escient, ce soldat serait mort à 100%. Donc la hargne n'est pas une donnée mathématique. Certes, ils ont été immobilisés, ces assaillants, mais ils sont là, puis ils sont venus pour nous tuer. Donc dans cet environnement psychologique, si on prend la peine de le comprendre, eh bien, sans l'excuser, je le répéterai encore 10 fois, il est possible de l'intellecter. On peut tout à fait se mettre dans la peau d'un jeune soldat de 18 ans qui voit son frère victime d'une attaque pour le tuer, et puis qui réagit après, qui ne pardonne pas, qui n'arrête pas son initiative au simple fait de regarder les 2 assaillants, les 2 meurtriers par terre, mais qui se dit que ils vont s'en tirer avec une faible peine devant les tribunaux militaires, que dans 10 ans ou dans 15 ans, ils vont de nouveau être en liberté. Et puis c'est une perspective qui lui plaît pas beaucoup. Alors il a une arme dans la main, il la prend, puis il finit le travail. Voilà exactement ce qui s'est passé, Yannick. Alors Stéphane, on va finir cette interview avec un peu plus de légèreté. Vous êtes un passionné de football comme moi. L'occasion de dire un mot sur le décès de cette légende du football, Johan Cruyff. A précisé également que son fils est président du Maccabi Tel Aviv. Johan Cruyff, c'est évidemment toute une époque. Je pense que je connais pas votre âge, Yannick, mais... non, j'étais pas né, je l'ai pas connu en tant que joueur. Moi, je l'ai très bien connu en tant que joueur, et c'était une période, les années 60, 70, 80, en tout cas surtout 70, où l'Europe entière, quand il y avait un match de Coupe d'Europe, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, simplement parce qu'il y avait que le champion national qui jouait en Coupe d'Europe des champions, mais il n'y avait personne dans la rue. Et quand l'Ajax d'Amsterdam, avec notamment Johan Cruyff, qui était son capitaine, a introduit le football total, eh bien, c'était le rêve, c'était autre chose, c'était l'accès à la nouvelle dimension, parce que avant, on avait les lignes d'avant qui attaquaient, les arrières qui défendaient, puis c'était un peu du tennis, c'était chacun son tour. On perdait le ballon, les lignes arrières de l'autre équipe envoyaient aux avants, etc. On défendait, etc. Puis à la fin, il y a bien une équipe qui marquait en goal avec Cruyff et ses copains, Nesken, Surby, Kroll. Je me rappelle encore de leur nom, c'est tout dire. Eh bien, non, c'était le football total. Tout le monde avançait et tout le monde reculait. Puis quand on avançait et que les autres prenaient le ballon, on ne reculait pas, on leur laissait pas, mais on actionnait ce qui s'appelle aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal et banal aujourd'hui, c'est-à-dire le forcing, le pressing. On essaie de récupérer la balle, non pas en défense, mais en attaque. Et voilà ce qu'a introduit Cruyff. Et en plus, c'était une personne éminemment sympathique, d'une humilité extraordinaire. Et c'était effectivement très triste. C'est non seulement très triste que Cruyff Cruyff n'est pas juif, contrairement à ce que d'aucuns le pensent, mais c'est un des goïs les plus juifs qui existent. C'est-à-dire qu'il habitait
dans le quartier juif d'Amsterdam, Amsterdam-Eust, qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, c'est à côté du nouveau marché, enfin du très ancien, on l'appelle le nouveau marché, le Jodenhek. Et puis Amsterdam, parce que son stade était situé dans cette région, parce que le stade d'Ajax était situé dans cette région juive, et que les visiteurs, des clubs visiteurs étaient obligés par la force des choses et la géographie de traverser le quartier juif pour arriver au stade, eh bien le club d'Ajax Amsterdam s'est identifié aux Juifs et à Israël. Au point où la première fois où je suis allé à Amsterdam voir un match, j'étais quand même assez surpris des gens qui chantaient, du public d'Ajax, qui chantaient « Nous sommes les super juifs » ou Joden, Joden. C'est très impressionnant avec des drapeaux israéliens. Donc ce sont des gens très proches et comme vous l'avez dit, Jordi Cruyff est le directeur sportif du Maccabi de Tel Aviv. D'ailleurs, il l'est depuis avril 2012 et il fait un excellent travail dans les rangs du champion de Tel Aviv. Autant qu'on a parlé des attentats à Bruxelles, qu'on a reparlé d'Art Nouveau, qu'on a reparlé de Magritte, qu'on a redécouvert la Belgique sous toutes ses facettes, eh bien, avec ce décès de Johan Cruyff, on s'est rappelé en très très grand nombre de souvenirs. Et puis on est dans une situation un peu particulière à cause de... Rapidement, Stéphane, on va devoir terminer, on va devoir conclure. Absolument. Ben, je conclus là-dessus, c'est-à-dire que Israël et les Juifs sont liés spécialement à Johan Cruyff. Et c'est également une perte importante, une perte d'une personne, une perte d'une quantité d'excellents souvenirs. Merci beaucoup Stéphane Juffat d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci Avec Stéphane. Le même plaisir. Excellente journée. Au revoir.